Vous avez effectivement eu des excellentes performances, à la fois votre première et votre deuxième année. Sur 2023, vous faites 7,79% de TD, le taux de distribution. Comment expliques-tu ces performances aussi bonnes? Alors, il y a 2 raisons à cela. Je pense que la première raison, c'est, la politique d'investissement diversifiée, c'est-à-dire qu'on ne va pas se gêner d'aller là où les prix sont les moins chers possibles. La deuxième chose, c'est aussi, ce qu'on appelle, dans le jargon, le market timing, c'est-à-dire l'entrée au moment opportun pour investir. On n'a pas de casse au niveau des banques en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de banque, qui fasse faillite et qui donc impose des cessions à la casse. Il va y avoir des renégociations de dettes arrivées à échéance avec des banquiers un peu stressés qui poussent à vendre. Mais je veux dire, il n'y a pas de casse. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle de fire sale en masse en Europe. Ça n'existe pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Clément. Alors, tu es le cofondateur de Remake Asset Management. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur cette société de gestion relativement jeune? Oui, tout à fait. Relativement jeune, elle a été créée il y a un peu plus de 2 ans à l'initiative donc de 2 personnes, David Sexig et moi-même, donc tous les 2 cofondateurs. C'est une société de gestion indépendante de tout groupe bancaire ou assurantiel. Bon, je pense que ça nous donne un peu plus d'agilité que si on était liés. Et on a lancé la société de gestion donc en 2021, 2022, une première SCPI qui s'appelle Remake Live. Et alors justement, Remake Live, donc nos auditeurs commencent à bien la connaître, hein. Vous avez fait une entrée fracassante sur le marché. Mais est-ce que tu pourrais repartir des bases et nous expliquer Ouais. l'ambition, l'origine et puis le type d'acquisition que vous faites sur Remake Live? Absolument. Donc, Remake Life, c'est une SCPI à capital variable, qui a 2 grands paramètres importants. C'est une SCPI diversifiée, donc qui investit sur plusieurs thématiques d'investissement et plusieurs géographies. Pourquoi en fait on a souhaité aller dans cette direction? C'est parce que une SCPI, elle est fondée à vivre 40, 50 ans, 60 ans, hein. Hmm. Les plus vieux véhicules d'investissement collectif, ce sont des SCPI, avant même les OPCVM, hein, qui sont évidemment beaucoup plus gros maintenant. C'est-à-dire qu'une SCPI va investir en permanence pendant très longtemps. Du coup, elle va venir se coller à des stratégies d'investissement spécifiques, mais à chaque millésime. Donc Hmm. chaque millésime, chaque année, elle va réinvestir dans sa stratégie d'investissement. Nous, ce qu'on a pensé, c'est que si on s'enferme dans une stratégie d'investissement ciblée ou une géographie, eh ben, on va être forcé d'acheter chaque millésime de ce lieu ou de cette classe d'actifs. Ce qui fait que parfois, on est forcé d'acheter quelque chose qui est peut-être un peu cher. Donc on a voulu être diversifié sectoriellement et géographiquement pour éviter justement d'être enfermé dans une classe d'actifs ou une géographie. Et puis le deuxième paramètre, je pense, très différenciant par rapport à d'autres SCPI, c'est que nous sommes une SCPI sans frais d'entrée, donc le prix de souscription est égal au prix de retrait, hein, c'est ça la conséquence, ce qui ne veut pas dire qu'il faut investir sur des durées courtes sur une SCPI comme celle-là, hein, c'est bien une durée d'investissement de 10 ans, mais ça change énormément de choses pour le client final, bien évidemment. Ok, donc SCPI relativement récente, sans frais de souscription comme tu viens de le rappeler. Vous avez effectivement eu des excellentes performances, à la fois votre première et votre deuxième année. Sur 2023, vous faites 7,79% de TD, le taux de distribution. Comment expliques-tu ces performances aussi bonnes? Alors, il y a 2 raisons à cela. Je pense que la première raison, c'est la politique d'investissement diversifiée, c'est-à-dire qu'on ne va pas se gêner d'aller là où les prix sont les moins chers possibles. Ça, c'est une première raison fondamentale qui va durer, je dirais, dans le temps, quels que soient les niveaux de marché, les Vous cycles. vous qualifieriez d'opportuniste? Je sais qu'il y a des gens qui, Oui, qui disent associer un peu les deux, ouais. absolument. En fait, opportuniste, hein, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on va là où on considère qu'on peut acheter dans de bonnes conditions. Mais la deuxième chose, c'est aussi ce qu'on appelle dans le jargon le market timing, c'est-à-dire l'entrée au moment opportun pour investir. Mm. Il se trouve que la SCPI a été lancée quand Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. À ce moment-là, l'inflation en fait remontait très fortement, les taux directeurs, donc les taux de financement en fait remontaient aussi très fortement. Ça a cassé le marché de l'immobilier, mais ça a aussi cassé le marché obligataire, on va pas se mentir. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand on a lancé en février 2021, 22, pardon, on s'est dit avec David, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment, quoi? Et en fait, c'était sans doute le meilleur moment pour lancer un véhicule, un nouveau fonds, parce que finalement, on a acheté l'essentiel de nos actifs en bas de cycle. Et évidemment, si vous entrez en bas de cycle, c'est plus facile de faire de la performance que si vous entrez en haut de cycle. Donc on a constitué finalement le socle de la SCPI, hein, qui commence à avoir une taille conséquente, avec finalement des actifs qui ont été achetés dans des millésimes à des prix très très bas. Ce qui fait que, toute chose égale par ailleurs, on a des rendements immobiliers évidemment supérieurs
ce qu'ont pu faire d'autres SCPI avant 2022. Et alors c'est intéressant parce que là tu nous parles des prix bas. Un des éléments pour évaluer en fait les prix des actifs, c'est la valeur de reconstitution qui est Ouais. calculée annuellement. Alors l'année dernière 2 fois suite à une demande de l'AMF, cette année aussi me semble-t-il. Vous avez réévalué votre prix de part l'année dernière de 2%, donc ça fait une Mmh. performance globale Mmh. de 2 plus 7,79, 9,79. Absolument. Votre valeur de reconstitution est sortie au 31/12/2023 à 203,29 € si je ne me C'est trompe ça. pas, pour un prix de part à 204. Voilà. Donc vous êtes en très légère, alors vraiment là j'exagère un petit peu, mais vous êtes en très légère surcote. On pourrait se poser la question, est-ce que vous avez été trop optimiste? Est-ce que vous avez revalorisé trop tôt? Alors, à l'époque, on a augmenté le prix, je crois que c'était en mai de l'année dernière. On avait le constat des valeurs d'expertise de la fin de l'année précédente. On était, je crois, à 206 €. Donc, on aurait pu passer à 206, on est passé à 204. C'est intéressant ce point-là parce que ça montre deux choses. D'une part, que la baisse des valeurs de l'immobilier a pris un peu de temps à être prise en compte par les experts immobiliers, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, les SCPI ont baissé leur valeur de part, rappelons-le, à partir de juin 2023, alors que le problème, il a eu lieu en février 2022. Un La an et demi, remontée ouais. des taux, etc. Donc, toute cette viscosité, en fait, évidemment, nous aussi, on la prend en compte dans nos expertises. Les experts immobiliers, fin 2023, ont considéré que la valeur des actifs qu'on avait achetés était supérieure à ce qu'on avait fait. Donc, en fait, en gros, on avait bien acheté. OK, à 206 €. Nous, on s'est dit, 206, c'est peut-être un peu élevé. On commençait en fait à voir à travers nos investissements que les prix commençaient à sérieusement baisser. Donc, on est allé à 204. Finalement, cela nous a donné raison, puisqu'on a atterri à 203 € Quasiment, ouais, finalement la et même des chose, ouais. cacahuètes. Nous, ce qu'on ne veut pas, en fait, ce qu'on n'apprécie pas, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est d'avoir des situations de surcote ou de décote, mais complètement décalées. J'entends des arguments suivants de dire privilégier les SCPI qui ont des décotes importantes. Mm. Oui, certes, mais c'est un paramètre comme les autres. J'observe que certaines SCPI qui ont baissé leur prix depuis juin 2023 étaient en situation de décote. Ça veut dire que ça ne protège pas nécessairement d'une baisse. Donc, il faut plutôt s'intéresser à ce qui constitue l'actif de la SCPI, ce qui constitue aussi sa dynamique de croissance. Aujourd'hui, une SCPI qui croît, c'est une excellente chose puisqu'elle achète en fait des actifs pas chers, alors qu'une SCPI qui croissait dans les années 2021-2022, peut-être qu'à posteriori, ce n'était pas forcément tout le temps une bonne idée. Alors, je n'ai pas dit systématiquement, mais en tout cas tout le temps. Donc, du coup, voilà, cette augmentation de prix, nous, on l'a faite parce qu'on ne voulait pas spolier les associés en place. Quand vous émettez une SCPI, vous émettez du papier à 200 € alors que sa valeur de constitution est à 206, vous faites cadeau de 3% aux nouveaux entrants au détriment des anciens entrants. On trouve que ce n'est pas une situation qui soit très fair, très équitable. Donc on votre préfère cible, se coller à la Ok. valeur de reconstitution. Et ce sera dans le futur également cette stratégie que vous allez suivre. C'est l'idéal, effectivement. Excellent. Et alors donc là, tu nous parlais justement d'être en collecte, d'acheter bien. Vous avez la chance d'être une de ces SCPI qui collecte énormément en ce moment. Vous faites un très bon premier trimestre, très bon deuxième trimestre en 2024. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur vos dernières acquisitions? Quels sont vos critères? Et puis peut-être ouvrir un peu la fenêtre vers des acquisitions futures. Bien sûr. Là, sur le premier semestre, en collecte nette, on va tourner autour de 130-140 millions d'euros dans ces eaux-là. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire de ces sous? J'ajoute que dans notre SCPI, on met un peu d'effet de levier, non pas pour aller chercher l'effet de levier, c'est-à-dire j'achète des immeubles, je m'endette à un taux moins cher et donc je génère un effet de levier, comme on peut le faire à titre personnel quand on fait du logement, du locatif. Non, là, l'idée, c'est de pouvoir mettre un peu d'effet de levier pour anticiper la collecte, c'est-à-dire d'avoir toujours un coup d'avance sur la collecte à venir, d'avoir toujours un immeuble devant nous avant même que la collecte ne soit cristallisée. Ça sert à ça. Et dans un fonds qui est en forte croissance, c'est très utile d'avoir cette ligne de crédit pour pouvoir coller justement à la collecte et toujours être investi. Mais également, le deuxième point, ça nous a permis aussi de limiter notre délai de jouissance à 3 mois pleins. Moi, j'observe que certaines SCPI qui se lancent sont sur des délais de jouissance de 5 à 6 mois. Ouais. Je trouve ça un peu anormal. Une SCPI qui investit à l'étranger, elle va investir ses actifs en un mois et demi. On achète en Irlande en un mois, en Angleterre en un mois, etc. Donc il n'y a aucune raison que les délais de jouissance passent à 5-6 mois. À part un effet relatif. Si ce n'est créer un effet d'affichage en termes de taux de distribution qui est un peu artificiel, parce que le jour où la collecte s'arrête, cet effet de levier en fait disparaît et donc on revient au niveau de rendement des actifs immobiliers. Donc nous on a souhaité avoir des délais de jouissance relativement courts. Et encore une fois, c'est jouer en fait l'équité parmi les porteurs de parts. Les nouveaux entrants n'ont pas à subventionner en fait les entrants existants. Les nouveaux entrants n'ont pas à surpayer ou à sous-payer la valeur de part. Vous payez la vraie part.
Et d'ailleurs, hein, l'absence de frais d'entrée, ça participe exactement de la même cible, c'est de dire vous entrez au prix auquel vous sortez pour qu'on ait à chaque fois une relation équilibrée. Voilà. Donc, partant de là, évidemment, comme on a des jouissances qui est court, mais qu'on a de la dette, il faut quand même qu'on aille vite. Donc oui, on a investi. On a investi entre ce qui a été investi à date et ce qui est en cours d'investissement sous forme de promesses. Donc en fait, les choses vont arriver. On est aux alentours d'une 140aine de millions d'euros d'investissements qui ont été faits ou sont sur le point d'être faits. Tout dépend de la date à Une laquelle parfaite on publiera adéquation avec cette la vidéo. collecte nette. Exactement. Donc on est en parfaite adéquation avec la collecte nette. Et si on regarde un petit peu plus loin sur le deal flow sécurisé, c'est-à-dire en fait des transactions qui font l'objet d'une lettre d'intention contre-signée, donc on est en exclusivité avec le vendeur, on a encore 60 millions d'euros au-delà potentiellement à exécuter. Plutôt en France ou en Europe, ces Alors, acquisitions? Alors ça nous fait parler en fait du marché. Je disais en début d'année 2024, je crois même que c'était sur ta chaîne. C'est possible. Je disais 2024, ça va être l'année de la France et de l'Allemagne. Non, ce ne sera pas l'année de l'Allemagne, c'est pas vrai. C'est un peu l'année de la France, mais c'est aussi et surtout l'année anglo-saxonne en général, Pays-Bas, hollandaise, et puis un peu péninsule ibérique, mais je dirais que c'est un peu plus faible. Pourquoi? En fait, on pensait que la France et l'Allemagne reprendraient finalement l'ascendant dans notre stratégie d'investissement parce qu'on pensait que les vendeurs seraient davantage prêts en fait, à vendre dans des conditions de marché plus basses. Oui, il y a eu des affaires. On a fait une opération très récemment. On a acheté le siège de LDLC, donc c'est le groupe de vente en ligne de matériel informatique qui a pas mal de marques à Lyon, sur la base d'un taux de rendement de plus de 7%, avec un bail ferme de longue durée et un immeuble très récent, moins de 5 ans, enfin à peine 5 ans, donc un immeuble quasi neuf. Cet immeuble-là, en 2021, il aurait été vendu à 5% de rendement. Donc ça donne en fait l'échelle, en fait, la baisse de prix assumée en l'espace de 2 ans, c'est à peu près moins 25%. Donc oui, on a fait de la France, mais je dirais que c'est un coup de fusil. On n'a pas systématisé en fait les investissements en France. Donc on a fait plutôt de l'étranger, on a continué à faire les îles britanniques, l'Irlande et le Royaume-Uni. Parce que ce qu'on observe, c'est que on pensait que le marché allait reprendre au Royaume-Uni, c'est-à-dire que l'équilibre entre les vendeurs et les acheteurs allait se remettre en place. On aurait plus de difficultés à acheter. C'est pas vrai. On a des vendeurs qui sont pressés de vendre. On sent qu'ils ont plus de contraintes que les fonds ou les vendeurs français. Et donc, pourquoi du coup, ils sont davantage inclins à vendre. Alors, il y a la charge de la dette peut-être ou... Non, mais je pense qu'il y a déjà, culturellement, il y a la dette. Donc, on est très motivé parfois par un vendeur, par un banquier qui a envie que le vendeur se débarrasse de l'immeuble pour récupérer en fait sa dette. Donc ça, on a eu un cas comme ça, notamment en Irlande. Mais en l'occurrence, les derniers investissements qu'on a fait au Royaume-Uni, par exemple le siège de STV, qui est le BBC local à Glasgow, immeuble bail de 17 ans, taux de rendement supérieur à 7%, on est à Glasgow, c'est irrésistible, forcément on le fait. Là en l'occurrence, le vendeur, il était dans une stratégie d'avoir racheté en fait une autre société et puis se débarrasser des actifs qui ne rentraient plus dans sa stratégie d'investissement. Voilà. Et au Royaume-Uni, on est plus enclin en fait à se débarrasser, à donner des coups de volant à 90 degrés pour prendre une autre direction qu'en France, où on le voit, des immeubles sont mis sur le marché. Ils restent pendant des années. On price, même pas, hein, on price. Ah ben non, on ne s'attendait pas à ça, l'immeuble sort, il n'y a pas de transaction. Donc on a fait beaucoup d'offres qui ne sont pas allées au bout parce que le vendeur n'a pas souhaité vendre. Il a les moyens de ne pas vendre, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas un banquier au bout en fait, qui pousse, peut-être qu'il n'a pas de problème de liquidité, etc. Donc voilà. Donc on a plutôt fait île britannique, plutôt Pays-Bas. Je donne un autre exemple d'opération qui est en cours à l'heure où je vous parle, mais peut-être que lorsque la vidéo sera sortie, on aura fait cette opération. Voilà. Un gros investissement aux Pays-Bas de type industriel avec un bail de 30 ans, un taux de rendement qui tutoie les 8%, une contrepartie de qualité. Pareil, faut y aller, quoi. C'est irrésistible. Ouais. Franchement, on est obligé de le faire. Donc, et ça garantit en fait des revenus sur une très très longue durée pour la SCPI. Donc ça, c'est des exemples qu'on ne trouve pas en France. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que la crise se prolonge en fait? Parce que c'est intéressant l'exemple que tu donnes. Au fond, quand on s'était parlé en début d'année, l'impression que ça donnait, c'est que peut-être que finalement dans la sphère anglo-saxonne, la crise était un peu derrière nous et donc que les prix allaient réaugmenter, que la France et l'Allemagne, avec un peu plus de latence, allaient finalement vendre au point bas du marché. Ouais. Est-ce que du coup, on n'a pas encore atteint le point bas? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de casse au niveau des banques en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de banque qui fasse faillite et qui donc impose des cessions à la casse. C'est simplement qu'il peut y avoir des renégociations de dettes arrivées à échéance avec des banquiers un peu stressés qui poussent à vendre. Mais je veux dire, il n'y a pas de casse. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle de fire sale en masse
En Europe, ça n'existe pas. On a juste des situations, on a des vendeurs en fait qui peuvent avoir des problèmes de liquidité. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'essentiel du marché est guidé par des vendeurs qui ont des sujets de liquidité. Donc du coup, ils sont prêts à assumer des baisses, mais pas des baisses à moins 50%, peut-être moins 20, moins 25, et là ça passe. Au Royaume-Uni, on arrive à transformer en fait cette négociation. Donc effectivement, on a des niveaux de valorisation inférieurs à 30% au prix de revient d'un immeuble qui a été acheté il y a 2 ans. Oui, ça arrive, et la transaction se fait. C'est effectivement moins le cas en France. Et alors en Allemagne, on n'a pas de deal, enfin tout simplement. Alors on en a, mais c'est franchement pas au niveau de ce qu'on peut trouver ailleurs, avec des vendeurs qui sont absolument pas stressés, quoi. Enfin, je le vois pas. Alors peut-être qu'on n'est pas bien câblé, peut-être, hein, je le dis, mais en tout cas, non, on voit pas ce repricing en fait se mettre en œuvre dans les transactions. Alors que paradoxalement, dans les expertises, c'est bien le cas. La capitale dont les niveaux de valorisation auraient le plus baissé, c'est Berlin. D'accord. Ça a presque moins 40%. CBRE dit en 2024, pardon, vous achetez le même actif moins 40% plus cher que 2022. Sauf qu'il n'y a pas d'immeuble. Il n'y a rien à acheter à moins 40%. Ce que j'allais dire, c'est que du coup, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, les valeurs d'expertise ont pris moins 40%, mais les transactions ne s'opèrent pas à moins 40%. J'en vois pas. Alors peut-être que certains de mes confrères pourront me dire si, j'en vois. Moi, j'en ai pas vu, j'en vois pas. Ce qui veut dire une chose aussi, c'est que effectivement, on pensait que la sortie de cycle s'opérerait un petit peu plus vite. Alors la baisse des taux directeurs, la première, puis peut-être la deuxième à la rentrée, en fait, va venir créer ce mouvement de confiance chez les vendeurs. Donc peut-être une compétition un peu plus dure pour acheter les immeubles. Mais ce qu'on observe, c'est que les expertises au 30 juin, on fait une expertise au 30 juin. Il y a un petit peu de combat quand même avec les experts pour tenir des expertises sur lesquelles nous, on considère qu'on est à des prix de marché. Ça veut dire que quand bien même j'achète un immeuble il y a 1 an, il y a un petit peu de combat. Un petit peu, mais attendez, mais pourquoi vous dites ça? Les transactions, voilà, oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, des actifs qui n'ont pas trop bougé, qui ont été achetés avant 2022, ça risque de continuer de baisser. D'accord. Donc, c'est pas absolument inenvisageable qu'au 30 juin, on voit dans le marché en fait, des baisses de valeur de part. Alors, moi, je le constate par rapport aux discussions qu'on peut avoir avec des experts immobiliers. On fait des transactions en Irlande à des prix mais défiant toute concurrence, des taux de rendement très élevés. Il peut y avoir des discussions avec les experts sur ce niveau. Non, ils disent oui, peut-être que ce serait plus bas. Mais attends, il n'y a pas d'autres transactions. Nous sommes le marché. Et alors du coup, on arrive à tenir la position, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, si tous les portefeuilles qui ont été constitués avant 2022 à des prix qui ne sont pas les nôtres et qui n'ont peut-être pas été réappréciés depuis ou partiellement, il peut y avoir en fait des glissades de valorisation qui peuvent continuer. Donc oui, effectivement, début d'année, on était assez optimiste. 30 juin, il pourrait encore y avoir des baisses de valeur d'expertise de façon assez générale. Et donc peut-être qu'on n'a pas encore touché tout à fait la fin de cycle. Voilà. Ok, entendu. Et alors du coup, là, vos ambitions 2024, donc tu en as beaucoup parlé. Vous allez investir à peu près 140 millions sur le S1, en gros. S2, vous continuez, enfin vous prévoyez que ce soit du coup comparable, mieux, moins bien? En fait, on se cale sur un niveau de collecte compris entre 60 et 75 millions d'euros par trimestre. D'accord. C'est à peu près en fait ce qu'on constate. Donc peut-être une accélération, on verra. Alors, on voit quand même qu'il y a une polarisation des collectes qui se fait sur les nouveaux produits. C'était le cas, mais c'est encore le cas. Et donc on cale. Et on a aussi une chance, c'est qu'on voit le niveau de collecte, un niveau de collecte régulier mois par mois, ce qui nous permet en fait de mieux gérer les anticipations d'investissement. Et donc on se met toujours avec 60 millions d'euros devant nous pour pouvoir en fait matcher la collecte à venir. Donc oui, d'ici la fin de l'année, on devrait encore avoir probablement pas loin d'une centaine de millions d'euros d'investissement réalisés. Et vu le deal flow qu'on a, on sera effectivement plutôt, alors peut-être une transaction en France, peut-être une transaction en Espagne aussi, mais encore pas mal d'îles britanniques, pas mal de Pays-Bas où là les prix se font littéralement massacrer sur les évaluations. C'est un massacre incomplet. Donc il y a encore des très bons points d'entrée dans ces pays-là. Et tu peux peut-être nous partager une ambition de TD, parce que est-ce que vous allez faire de nouveau plus de 7%? Oui, ouais. Absolument. Donc on a calé nos acomptes de distribution sur le même niveau que l'année dernière, donc ça donne un petit peu un signal de ce qu'on a envie de faire pour cette année. Donc pour l'instant, on tient, il n'y a pas de sujet, on est au 30 juin, donc au 30 septembre, on aura la certitude de là où on atterrira, puisque on regarde toujours à 3 mois plus tard. Donc notre ambition, c'est effectivement d'être au-delà de 7% de taux de distribution. On verra pour l'année 2025. Mais vu le stock qu'on est en train d'emmagasiner, on est à plus de 7,50 de rendement immobilier sur ce qu'on a acheté ou qu'on est en train d'engager. Les durées moyennes résiduelles de baux sont supérieures à 15 ans, donc 15 ans de WAL, plus de 7%. À chaque fois, on fait attention à ce que les immeubles les baux soient indexés. Quand on prend un engagement sur 30 ans sur un bail,
Si je ne suis pas indexé, c'est un problème, hein, Bien sûr. parce que ça veut dire que dans 10 ans, si l'inflation repart, je vais avoir de la destruction de valeur. Donc c'est très important en fait de regarder les niveaux d'indexation sur les baux très longs. Mmh. Ça peut être dangereux en fait. En l'occurrence, il y a aussi l'indexation qui couvre d'une éventuelle inflation future. D'accord. Voilà. Excellent. Alors, on change un peu de braquet, là. On va parler maintenant d'investissement social. Vous êtes labellisé ISR? Absolument, nous sommes labellisés quasiment depuis le démarrage de la SCPI. Ça veut dire quoi d'être labellisé ISR? Alors, le label ISR, c'est un label franco-français qui est fourni, qui est validé par des auditeurs externes patentés. En l'occurrence, chez nous, il s'agit de l'AFNOR. Donc, ce ne sont pas des rigolos, évidemment, loin de là, qui viennent auditer votre SCPI pour s'assurer que ce que vous avez prévu de faire, donc voilà ce que je prévois de faire en termes d'investissement socialement responsable, baisser mes émissions de gaz à effet de serre, augmenter l'engagement de mes parties prenantes, etc. Donc j'ai un plan, d'accord, qui m'emmène vers une note, ça permet de déterminer une note, et l'auditeur va venir vérifier que sur un horizon de 3 ans, vous avez bien fait converger, voilà, vous avez fait converger votre patrimoine vers cette note. Donc oui, nous sommes labellisés ISR. J'observe que l'autorité des marchés financiers commence à regarder de très près la bonne façon, enfin plutôt votre process d'investissement en matière d'ESG. On a vu une transaction, je crois, avec Primonial récemment sur le sujet. Par exemple, mais on sent que l'ambiance, en dehors de cette transaction, on sent que l'ambiance quand même est un resserrement pour éviter évidemment le greenwashing. Donc l'ISR, c'est quelque chose, c'est un label qui est extrêmement encadré, qui est très, très complexe, hein, parce qu'il s'impose à tous les immeubles du patrimoine et pas seulement une partie. Donc j'ai pas de ratio poubelle ou que sais-je, hein, je dois tout amener vers en fait une note cible. Donc c'est un label qui est très dur. Néanmoins, c'est un label qui est franco-français, il n'est pas européen, et donc du coup se posent les problèmes de comparabilité de ce label-là par rapport à un label étranger, par exemple. Donc du coup, il y a une autre norme qui existe au niveau européen, voilà, c'est la CFDR, alors qui n'est pas un label, mais qui permet de classer les fonds. Ouais, article 6, 8, 9. Exactement, donc nous sommes article 8 et pas 9, hein, voilà. Ça y est, hein, ce classement en fait va être revu de fond en comble parce qu'on en a vu en fait les limites. Mais il est possible en fait que ce classement SFDR devienne quelque part un concurrent européen du label ISR. Ce qui ferait sens, parce que c'est vrai que c'est moins pertinent, je pense, d'avoir un label éclaté entre tous les fonds, quoi. En tout cas, au niveau européen, on est en train de construire en fait l'épargne au niveau européen. On est en train de faire tomber les frontières, donc il faut aussi avoir des indicateurs qui permettent de comparer en fait la performance ESG des fonds. On a rajouté en fait un élément supplémentaire à notre label ISR dans Remake Live. Nous sommes à la 2e année de notre label ISR et on a eu 0 non-conformité majeure par notre auditeur, donc ça veut dire qu'on suit la bonne direction sur notre label ISR, mais on a voulu en fait renforcer la poche sociale, la dimension sociale du fonds. C'est quoi? En fait, à quoi ça sert? L'idée c'était de dire, au démarrage de Remake Asset Management, c'est de dire, et si on crée en fait un fonds purement tourné vers le social, donc qui soit à limite philanthropique, parce que voilà, il y avait toute une histoire, mais je vais y passer. On s'est rendu compte, ou alors est-ce qu'on crée un fonds qui va avoir en fait une poche de 10% et qui va générer en fait une performance sociale. Alors je vais vous expliquer tout ça. Le souci, c'est que la philanthropie, en fait, en France, en général, n'attire pas les fonds. Ça n'attire pas. Voilà. De l'autre côté de l'Atlantique, ça existe. En France, ça n'attire pas. Et donc, du coup, on a très vite vu que l'ambition qu'on voulait donner à ce véhicule, elle allait être très faible. Donc, on a très vite en fait arrêté cette hypothèse et on s'est dit, on va plutôt que d'avoir une binette à 3 dents et ramasser quelques euros en philanthropique, sur le volet philanthropique, et on va consacrer 10% d'un fonds puissant, gros, sur des volets sociaux. Et effectivement, Remake Live investit 5 à 10% de sa collecte dans des actifs à contenu social, du logement d'urgence notamment. Sauf que quand vous avez un fonds qui fait aujourd'hui 500 millions d'euros de capitalisation et que vous en consacrez 5 à 10%, enfin, vous voyez l'effet, l'impact que vous générez en termes de masse sur le volet social, un impact qu'on n'aurait pas pu donner sur un fonds purement philanthropique qui aurait beaucoup moins collecté. Et ça veut dire quoi exactement? Parce que là, tu parles donc de logement social, de logement d'urgence. Donc, vous achetez les murs et vous avez un bailleur social en face qui prend l'usufruit. Comment ça se passe généralement? Alors voilà, alors faire du social, ça consiste en quoi? C'est en gros, on va dire 3 volets. Il y a un volet qui est le volet économique du social, c'est par exemple financer les murs d'une association de réinsertion professionnelle. D'accord. Donc la réinsertion par le travail, voilà. Donc ça, c'est j'ai un immeuble, j'ai un bail commercial,
j'assume des niveaux de loyer par mon locataire qui est une association bas, donc des rendements bas. Pendant une durée déterminée? Pendant une durée déterminée, voilà, en bail commercial. Donc ça, c'est assez, entre guillemets, facile techniquement à faire. On a un deuxième volet qui est aussi facile à faire parce que les choses sont organisées, le marché est organisé, c'est la nue propriété de logements sociaux. Donc à titre personnel, vous pourriez acheter un logement social en nue propriété, sauf qu'assez souvent, on va vous proposer en fait un logement en PLUS. Donc c'est le logement social, je dirais, le plus accessible en termes de ressources personnelles. Nous, ce qu'on a voulu faire dans la SCPI, c'est de ne se consacrer que sur des logements sociaux PLS, donc c'est le niveau social, je dirais, un peu plus fort en termes d'accompagnement, voire PLAI, donc là on est dans le très social. Et donc la SCPI finance effectivement des murs en nue propriété sur du PLS, du PLAI, pas du enfin parfois aussi du PLUS, hein, ça peut arriver. Par contre, on ne fait pas de PLI, on ne fait pas de logement intermédiaire parce qu'on considère que le marché en fait, est suffisamment fluide. Voilà, donc, et puis le troisième volet qui est plus difficile, et on est en train de sortir les premières opérations après avoir longuement travaillé, c'est de financer les murs à travers un bail, par exemple code civil, pas non plus commercial. Et là, je vais financer une association qui va derrière faire de l'hébergement d'urgence, qui va sous-louer en fait. Et ça, c'est très difficile à mettre en place parce qu'en fait, on est en face d'associations qui doivent, on doit apprendre à se connaître. Oui, bonjour, Remake Live, je peux vous aider à sortir votre opération et nous, on va vous financer quasiment à 0% vos murs. C'est pas évident au début, il y a un doute en disant mais qu'est-ce que tu viens de faire, c'est pas possible. Où est le loup? Où est le loup? Et donc du coup, il y a cette marche en fait à franchir qu'on est en train de franchir. Donc oui, on est en train de sortir deux opérations assez emblématiques, de logement d'urgence et de logement inclusif pour des personnes en situation de handicap, avec des associations spécialisées. Et donc c'est des logements qui vont pouvoir être offerts à des personnes fragilisées pour faciliter leur insertion professionnelle ou dans la société. Vous avez estimé l'impact sur la performance de cette poche? On s'en moque. Nous, on considère que faire du bien, ça coûte pas très cher. Ça, en fait, la réalité, c'est que en face de nous, on peut avoir des clients qui nous disent ouais, c'est quoi, sert à quoi cette poche sociale? J'en veux le moins possible. J'ai eu des discussions comme ça, ouais, j'en veux pas, etc. Bon, c'était quand même écrit dans la documentation très contractuelle. Et je vais vous apprendre en fait à aimer le social. Je vais vous expliquer ce qu'on fait. Et puis quand vous prenez le temps de l'expliquer, la personne vient vous voir en disant ah oui, mais alors du coup, vous hébergez aussi les personnes en situation de handicap? Ah bah, tout à fait, on a un projet qui est en train de sortir. Ah, c'est génial votre truc. Ah, vous voyez, vous êtes passé du j'en veux pas à c'est génial. Ça coûte combien cette histoire? Bah, en 2023, ça coûtait 30 centimes au maximum de performance, compte tenu du montant investi, etc. etc. Donc je considère que consacrer 0,30, 0,50 30 centimes sur 14 € à peu près, hein, ça, parce que vous étiez à 7 pardon, 0,30%, c'était des centimes de pourcentage, 0,30% de performance en fait, sur le taux de distribution. Merci de m'avoir repris parce qu'il fallait le préciser. Et donc on peut monter jusqu'à 0,50 de rendement en fait, de taux de distribution, je dirais, perdu, mais dans une logique de performance extra-financière. Et puis vous êtes de toute façon deuxième en niveau de perf, donc finalement. Et donc c'est pas grave, moi j'ai envie de dire, ça coûte pas cher de faire du bien en fait, c'est ça un peu notre motto. Excellent. Et alors du coup, pour finir, si on a des auditeurs qui sont intéressés, on investit comment chez Remake Live? À partir de combien? Sous quelle modalité? En démembrement, en versement programmé? Comment ça marche? Alors, effectivement, donc on a voulu ouvrir la SCPI. L'absence de frais d'entrée fait que déjà on fait sauter un frein qui consiste à éviter de payer pour voir. Hein. Quand on paye 10% de frais d'entrée, on paye d'abord pour espérer ensuite avoir sa perf. On considère que c'est un frein pour certaines catégories de population. Donc ça, on fait sauter. Et le deuxième point, c'est qu'on descend le plus bas possible dans les tickets d'entrée, hein, puisqu'on a 204 € de minimum de souscription, c'est une part. Voilà. Évidemment, la SCPI est aussi souscriptible en nue propriété. Donc là, j'imagine que vous avez des vidéos pour expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est bien. Juste un point, hein, la nue propriété sur une SCPI sans frais d'entrée, c'est toute chose égale par ailleurs, j'insiste, hein, plus intéressant qu'une SCPI qui a des frais d'entrée, puisque les frais d'entrée ne sont jamais payés, et donc dans la performance pour un nu propriétaire, mais dans la pleine pro aussi, hein, cela dit, quand tu fais le TRI dans tous les cas, à rendement égal, c'est toujours plus intéressant. À rendement égal, c'est effectivement plus intéressant. En nu propriété, c'est très visible. Pourquoi je le dis, c'est parce qu'en fait, dans les grilles de répartition usufruit du propriété, en fait, on ne voit pas cet impact. On parle de pourcentage de la pleine propriété, mais on ne comprend pas que ça va générer un TRI supplémentaire. Voilà. Alors nous, on calcule le TRI sur l'application, donc les gens peuvent le voir directement, et c'est vrai, vous, Iroko, quelques autres SCPI ont des très très bons TRI. Notamment, je crois que c'est autour de 4,8 sur 5 ou 6 ans. Enfin, c'est vraiment très, très bon. C'est ce qu'on j'étais à 4,5, mais toi, tu n'es pas loin. Donc, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Donc, on peut l'acheter en propriété. On peut aussi l'investir en investissement programmé. Donc, 1 part par mois, 2 parts par mois, 3 parts par mois. Et puis aussi réinvestissement des dividendes, mais là, à partir d'un certain montant investi dans la SCPI. Donc, c'est assez souple. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir.